Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vérifie que ça enregistre bien. Et on est parti. Je voulais faire une vidéo spéciale aujourd'hui car depuis ce matin, je suis citoyen canadien. Et merci, voilà, c'est ça, c'est super intéressant. Non, pourquoi je parle de ça? Parce que je voudrais faire une vidéo sur pourquoi j'ai quitté la France. Pourquoi je suis parti m'installer au Canada, au Québec. Pourquoi j'ai quitté ma famille. Pourquoi j'ai quitté mon pays. Pourquoi j'ai quitté ma ville, mon continent, etc. Je pense que c'est super important d'en parler à avec différentes perspectives, à différents niveaux. La première, je pense que c'est la plus importante, c'est, je dis toujours, un garçon, pour devenir un homme, il doit quitter sa famille, il doit quitter le foyer familial. Il doit le quitter de manière, sinon physique, du moins psychologique. Il doit être capable de faire la séparation entre lui et ses parents. Il doit être capable de couper le cordon ombilical. C'est tellement important. Et je dis toujours, il faut un des deux facteurs pour revenir ensuite dans sa famille, c'est soit avoir fondé une famille soi-même, soit avoir connu du succès. Et donc être devenu indépendant à la fois, je dirais, financièrement, mais aussi physiquement de ses parents. La plupart des personnes, moi je pense notamment à certains de mes cousins qui sont littéralement dépendants de leur famille. Et les mecs, ils ont 10 ans de plus que moi, si tu vois ce que je veux dire. Donc lorsque tu as 42 ans, il serait temps de te réveiller et de te secouer les puces. Mais bon, il y a des mecs qui ont des enfants, il y a des mecs, voilà quoi, qui ont malheureusement n'ont pas eu de figure paternelle saine, et donc forcément, il y en a qui sont devenus homosexuels. Et c'est vrai. Et je pense pas que ça soit, j'en parlais dans ma précédente vidéo, un truc seulement inné, mais c'est aussi un truc culturel, éducationnel, psychologique, psychique, d'évolution individuelle, d'individuation. Parce qu'on n'a pas fait la part des choses vis-à-vis de la mère et vis-à-vis du père, on ne s'est pas construit sainement en tant qu'homme et dans notre sexualité polarisée et dans les deux pôles masculin-féminin, mâle-femelle. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est comment je suis arrivé aujourd'hui après... Ouais, c'est ça. C'est ma 9e année au Canada. Donc ça faisait 8 ans que j'étais arrivé au Canada le 14 décembre 2023. Donc ça fait 9 ans que je suis ça va faire 9 ans que je suis au Canada. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé au Canada? C'est ça, pour partir de là. Est-ce que je voulais partir sciemment du Canada, de la France, pardon, et aller au Canada? Non. Moi, ce qui s'est passé d'abord, c'est que quand j'ai quitté l'armée en août 2014, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc j'ai candidaté à HEC, Paris, j'ai candidaté à l'ESSEC, j'ai fait une prépa grande école, etc. J'ai fait des cours, bon ça m'a servi à rien, c'était juste à rencontrer des nanas, des mecs, boire de l'alcool, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, je crois qu'on en a appris des choses. Mais c'était encore une fois, c'était pas un truc masculin, parce que, soi-disant, tu dois faire des études, tu cherchais la validation des gens, tu cherchais l'assentiment des gens, la validation professionnelle, la validation comme si, oui, oh, si t'as un diplôme, ça va être bien, etc. Et finalement, j'en discutais ce matin avec ma mère, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est mon beau-père et ma mère m'ont dit que Thomas continue les études. Les études, ça sert à rien si, un, t'as pas d'objectif, et deux, si c'est pas un truc technique. C'est-à-dire, les seules études qui vont être vraiment pertinentes, c'est soit les études ultra spécialisées, type avocat, chirurgien, ou technique manuelle, donc là plus seulement intellectuel, mais aussi type, je sais pas moi, maçon, etc. Enfin, apprendre à construire un truc avec les normes normales pour que ta maison elle tienne droite quoi. Mon grand-père par exemple il était maçon lui, mais bon il n'y avait pas toutes les réglementations comme on a aujourd'hui, et voilà, il a construit ses deux maisons, 10 et 14 rue du Repos, donc à Chartres, et voilà. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est que l'autre type de savoir apprendre qui est intéressant, c'est le savoir, et ça je l'ai compris maintenant, c'est le savoir privé. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'école, elle est faite pour faire des petits soldats. L'école républicaine est apparue avec 1881, donc Jules Ferry, tout ça, la grande réforme, après 1870. Le but, c'était de préparer des fonctionnaires, des soldats, des citoyens pour la revanche, pour la prochaine guerre qui allait avoir entre la France et la Prusse, ou ensuite qui est devenue l'Allemagne, ou le Deuxième Reich. Et il fallait se préparer pour ça. Le but, c'est de faire des citoyens obéissants. C'est de faire des moules. C'est ça, moi je te le dis ça. Donc la vraie éducation aujourd'hui, c'est l'éducation privée dans le sens où, soit autodidacte, soit tu te formes, tu fais comme moi, ou tu achètes des cours. Moi j'ai acheté des cours pour le business, pour la vente, j'ai acheté des cours pour des cours, même pour comprendre les femmes, j'ai acheté des cours, des trucs comme ça. J'en ai téléchargé aussi, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Et donc c'est des cours privés, c'est que tu vas investir en toi. Au lieu de passer 6 ans dans une école, ou 5 ans, ou machin, primaire, etc., ou faire l'université, etc., tu vas acheter un cours de, je sais pas moi, le Personal MBA, etc., ou alors, comment ça s'appelle là, Digital Economy Bachelor or Master, par exemple, de Dolan je donne un exemple, lui il vend ça 300 et 600 dollars, et littéralement, ça t'apprend juste à l'économie, ça t'apprend à comprendre l'économie moderne aujourd'hui.
l'économie de la connaissance. Parce qu'on est dans une économie de la connaissance et de l'information. C'est ça qui est important. C'est pour ça que lorsque tu regardes mes vidéos, tu te dis putain, j'apprends quelque chose. Et c'est pour ça qu'elles ont autant de valeur, mes vidéos. Donc voilà. Donc moi, je te donne un truc. Là, c'est de la métacognition parce que je te fais comprendre comment l'économie marche aujourd'hui. Donc c'est ça. C'est d'économie de l'information, c'est d'économie de la connaissance. Et ton but, c'est de faire de l'argent, d'investir en toi et ensuite de faire fructifier cet argent en vendant ta solution, en vendant des solutions. Moi, je vends des solutions. Enfin, je les vends indirectement. Je te dis, là, ce qui a changé ma vie, c'est la rétention séminale. Pratiquez tous la rétention séminale. Et finalement, c'est une très bonne solution parce que c'est un socle très large. C'est-à-dire, si tu fais partie de 50% de l'humanité, c'est-à-dire si t'es un mec, tu peux pratiquer la rétention séminale et avoir atteindre des objectifs et avoir des résultats hors normes. Après, est-ce que tu as la discipline? C'est là que je rentre en jeu. Est-ce que tu as besoin de coaching personnalisé? Est-ce que tu as besoin d'un programme spécifique? Est-ce que tu as besoin d'exercices, etc. Est-ce que tu as besoin de connexions particulières? Moi, je partage tout ça gratuitement sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller voir toutes mes vidéos sur la Masterclass testicule, Masterclass rétention séminale, où j'explique toutes les hormones, etc. Enfin voilà. Donc, c'est ça. C'est le truc à comprendre, c'est que je voulais continuer les études, mais je savais pas pourquoi. Parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et il s'est passé plusieurs choses. Donc, d'abord, avant que j'arrive au Canada, c'est que donc, août 2014, reprenons. Là, j'étais quand même un peu un dégénéré parce que l'été 2014, en plus, j'étais souvent à Paris et on allait à un truc, une péniche qui faisait en gros une soirée, etc. toutes les semaines. Et avec mes potes, on se défonçait la gueule comme des bâtards. Et on a fait ça aussi en 2015. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé l'endroit où c'était, et là, je suis en train de regarder les photos pour voir si je trouve des photos de moi. Je vais sortir des dossiers, les gars. Ou ça se trouve, je vais pas en sortir parce qu'il n'y en aura pas. Mais c'était vraiment pas une belle période de ma vie. J'étais vraiment littéralement alcoolique parce que lorsque j'avais mes opérations, j'avais une pompe à morphine. Et ensuite, je prenais de la lamaline. Lamaline, c'est paracétamol, caféine, morphine, donc opium. J'étais défoncé en permanence, j'avais de la détresse respiratoire, j'étais obèse, excité, j'étais narcoleptique. Et ensuite, quand j'ai arrêté la lamaline, je suis passé sur l'alcool. Parce que littéralement, je suis passé d'une addiction à une autre. C'est pour vous dire que moi, avoir quitté l'alcool, avoir quitté la masturbation, la pornographie, les jeux vidéo, tout ça, moi, j'ai ressuscité. Donc c'est ça. Et maintenant que je repense à moi, j'étais quand même en bonne shape, mais j'étais pas masculin. J'étais pas aussi discipliné, aussi fort qu'aujourd'hui. Moi, maintenant, je m'entraîne presque tous les jours. Enfin, c'est ça. Là, je suis malade, donc j'y vais tranquille. Mais avant, j'arrivais même pas à m'entraîner tous les jours. Là, moi, je vous le dis, pourquoi je m'entraîne tous les jours? Rétention séminale. C'est tout, j'ai trop d'énergie. Et si je fais pas mon truc, si je travaille pas sur mes objectifs, je culpabilise. Je me sens pas bien. Je dors mal. J'ai des insomnies. Je suis stressé. J'ai des émotions négatives. Donc, c'est littéralement, l'entraînement, c'est juste, c'est naturel pour un homme. Un homme, il est fait pour s'améliorer. Un homme, il est fait pour devenir meilleur physiquement, psychologiquement, financièrement, spirituellement. Il est fait pour devenir meilleur, émotionnellement, tout ce que tu veux. Donc c'est ça. Et donc qu'est-ce que j'ai fait donc entre 2014 et 2015? J'ai préparé les concours, je les ai pas eu. J'en ai eu aucun. J'étais admissible, donc sur dossier, mais j'étais pas admis, c'est-à-dire il y avait des oraux. Et d'ailleurs, moi c'était un truc normopensant. J'étais pas à l'aise dedans. En plus, ça m'aurait coûté une blinde, mec. Les gars, c'était 11 000 ou 12 000 euros l'année pour 2 ans chez HEC Paris. Et c'était 16 000 euros l'année. Ah, les secs. Donc littéralement, en fait, quand je suis arrivé au Canada, je fais un petit spoil ici, ça me coûtait environ 3 500 à 5 000 $ l'année. Je crois que c'était 3 500, 4 000 maximum. Dollars canadiens. Donc littéralement, ça me faisait 2 500 à 3 500 euros. Donc qu'est-ce que je pouvais plein de faire un truc à côté après, ce qui s'appelait notamment dilapider mon argent dans l'alcool, sortir dans des restos, baiser des gonzesses et pas avancer dans ma vie. Bon, même si j'ai quand même compris un petit moment ce que je devais faire, mais voilà. Mais j'avais beaucoup de capitaux, j'avais de l'argent, j'avais mis des économies de côté, j'avais touché des indemnités, etc. Mais bon, tout ce que je veux dire par là, c'est que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais pas où je voulais en venir. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi souvent, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi ta vie de rêve? Et comment comptes-tu y arriver? Et y arriver, c'est pas prendre des risques et prendre des trucs comme ça. C'est le travail acharné, savoir où on va. Et c'est surtout générer de la valeur. Les mecs me disent, je vais prendre des risques, etc., je dois investir. Non, bullshit. Mec, fais le travail de base. T'as pas besoin d'argent pour créer de l'argent. Dès que t'as compris ça, dès que t'as compris que l'argent apparaissait comme ça, je te le dis, moi je le vis aujourd'hui, je l'ai vécu aujourd'hui, c'était extraordinaire. Tu comprends que t'as juste besoin d'apporter de la valeur aux gens. Encore une fois, je dis une chose, là, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, 0 capitaux. J'avais un téléphone Motorola J8 juste parce qu'il avait une méga batterie de merde, qui filmait de merde. La prise jack marchait plus, donc je ne pouvais même plus connecter mon micro. L'image était merdique, mais ça m'a pas empêché de faire des vidéos qui aujourd'hui ont 20 000 vues. C'est horrible à dire. Bon, maintenant, je fais des vidéos qui ont plus de vues, qui vont avoir plus de vues parce qu'elles sont aussi en meilleure qualité. Mais je veux dire, la leçon, c'est important que tu saches où tu vas y aller. Où tu vas aller.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 2015, bah, ça allait un petit peu mieux, mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et ensuite, il s'est passé un truc, littéralement, d'un point de vue jungien, ça serait des synchronicités. Donc, j'ai été refusé, j'avais même candidaté à l'ENS Lyon pour préparer l'agrégation. Mais j'ai été refusé. Voilà, parce que moi, j'avais pas fait normal sup, etc. J'avais juste fait une prépa, même si j'étais premier de ma classe, mais bon, ça leur suffit pas. Mais encore une fois, c'est juste l'univers qui me disait, Thomas, c'est pas ça que tu dois faire. T'es pas au bon endroit. Tu vas pas te plaire ici. Et c'est la leçon que j'ai apprise aussi lorsque je voulais devenir médecin, c'est que les médecins, ils apprennent des choses, plein de choses qui vont leur servir, plein de choses qui vont pas leur servir aussi, plein de choses qui sont obsolètes, bien entendu. Et il y en a qui sont des très bons médecins, qui sont des très bons êtres humains, il y en a c'est des psychopathes. Moi, j'avais rencontré des psychiatres, c'est des malades mentaux. Il y en a qui ont failli me tuer à cause de la médicamentation ou à cause de ce qu'ils voulaient me donner comme substance, quoi. Donc, et surtout que ce soit en France, ça allait, mais au Canada, la médecine, au Canada, c'est énormément influencé par les Américains et c'est dangereux. Bref, donc je savais pas ce que je voulais faire et la synchronicité a fait que un jour, une amie de ma mère, qui a d'ailleurs un fils qui est à Montréal, elle m'a dit Thomas, tu devrais aller au bureau d'HEC Montréal. Donc j'ai appelé et j'ai rencontré le mec. Il s'appelait Benoît Silla, le mec, super sympa, extraordinaire. Et j'avais rencontré un de ses collègues, mais voilà. Il m'a dit une semaine plus tard, il m'appelle, il me dit il y a les directrices de la maîtrise qui vient à Paris. Est-ce que tu l'as rencontré? Donc je vais la rencontrer, etc. Et moi je m'étais habillé, tout ça, je racontais de la merde, Les gars, je lui disais, ouais, j'ai fait 8 ans de latin, etc. En fait, c'était un entretien de recrutement pour que je vienne et dépenser de l'argent au Canada, littéralement. Elle m'a recruté. Elle m'a dit, ben je vais vous offrir une bourse parce que voilà. Moi je fais, attends, tu m'offres une bourse pour que je vienne? Ben, c'est parti. Donc moi je me suis renseigné tout de suite. Là tout à coup les choses se sont débloquées automatiquement. Donc littéralement ensuite j'ai juste à préparer, j'ai fait une réunion de préparation, j'ai eu toutes les informations, j'ai fait ma demande, je me souviens du jour, j'ai fait ma demande de visa le 30 ou le 31 octobre 2015, je l'ai eu le 1er ou le 2 novembre, 2 jours après. C'est un truc de ouf, c'est allé super vite. Et je me souviens quand j'étais... Alors je vais regarder cette anecdote, elle est trop drôle. J'étais arrivé au centre de... CRDV s'appelait, Centre de réception des visas, qui est à Paris, je crois que c'était dans le 10e ou un truc comme ça. Et il y avait un ticket, fallait pas prendre rendez-vous, fallait prendre information pour faire le visa. Et moi, tout le monde prenait des tickets, moi j'ai juste pris information. Et à un moment je passe devant tout le monde parce que moi j'ai pris le ticket information et les gens ils comprennent pas, ouais, etc. Mais c'est un autre pays, c'est l'administratif, donc faut faire ce qu'ils te disent. Et moi je passe devant tout le monde, j'arrive, et moi je fais salut, ça va, je peux récupérer tout ça. 2 jours plus tard j'ai mon visa, et là maintenant, j'ai plus besoin de faire de visa, vu que je suis citoyen canadien. Enfin, sauf si j'ai pas fait un truc correct, sauf s'il y a un truc qui s'est pas passé correctement, mais voilà, normalement c'est ça. Dans 2 à 5 jours, je reçois mon certificat de citoyenneté, et ensuite je pourrais faire ma demande de passeport, etc., etc., etc. Donc voilà, je suis officiellement franco-canadien. Je suis pas un expatrié, je m'appelais pas expatrié, parce que je vais encore continuer sur pourquoi je suis parti. Je savais pas, mais j'avais l'appel de ce pays. Et d'un point de vue ésotérique, je voulais en parler à la fin, mais je vais en parler au début. Je me sentais appelé. J'ai l'impression, à un moment, j'ai dit à ma psy, je ne suis pas venu ici, j'y suis revenu, parce que probablement mon âme, une vie antérieure, un de mes ancêtres, dans mes gènes, il est venu ici, en Amérique du Nord. Parce qu'il faut savoir, c'était des Bretons, des Normands, etc. Bon, il y avait des gens d'autres parties de la France. Et moi, j'ai des ancêtres bretons. Le nom de ma grand-mère, c'est Lepouec. Et en fait, il y a 5 générations, 4-5 générations, ils venaient de Côte d'Armor. Je peux littéralement remonter dans mon arbre généalogique. J'étais allé le retrouver dans Généanet, etc. Donc, pourquoi je suis venu? Je savais pas, mais en même temps, j'étais appelé par ça. Et maintenant, je vais essayer de parler de comment je vois la France aujourd'hui. Moi, déjà, ici, on dit que la France est woke, mais là, quand je regardais les photos, je voyais quand même les femmes, c'était des femmes féminines. C'était des petites bourgeoises parisiennes, faut le dire tout de suite. Là, les photos, là, lorsque j'étais sur la péniche, c'était vraiment... Mais c'est tellement différent, parce que je dirais qu'en France, on a une histoire. En France, il y a des générations. Et donc, forcément, il y a des classes, des castes sociales. Il y a des catégories sociales. Il y a la noblesse, l'aristocratie, il y a l'oligarchie, il y a la bourgeoisie, etc. Et alors qu'ici, c'est tous des homo novus, tous des homo novus, de femina nova. C'est tous des gens qui sont sans racines, qui sont déracinés. Avant, il y avait des racines à travers les pères, mais on a détruit les pères. On a détruit les figures masculines, saines, paternelles. Et parce qu'il y en avait des malsaines aussi. Et ça, il faudra que je fasse un truc aussi, c'est que il y avait vraiment... les femmes se sont battues pour avoir le droit d'avoir un compte en banque, pour avoir le droit de divorcer, pour avoir le droit de se défendre, pour avoir le droit de représentation en justice, pour avoir le droit d'ouvrir sa gueule, littéralement. Et ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça allait trop loin. On allait trop loin dans une direction. C'est comme un pendule. Le pendule, il a fait boum, et là, il a percuté le mur, là, le truc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'un point de vue économique, je me sens pas à l'aise en France.
j'ai l'impression que on détruit la catégorie sociale moyenne. On détruit les classes moyennes. Le mot classe, c'est un mot marxiste. Donc c'est pour ça que je dis catégorie socio-économique. C'est plus neutre. D'un point de vue... ça, je vais en parler. D'un point de vue démographique. J'en parlais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, il faut savoir qu'elle est née en 1936. En 1936, il n'y avait pas, à part les régiments, à part les tirailleurs sénégalais, etc., les spahis, tirailleurs algériens, tirailleurs marocains, les trucs comme ça, etc., il n'y avait pas d'Africains en France. C'est tout. Il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de Noirs, ou très sommairement, ou peut-être dans la partie sud, la Méditerranée, etc. C'est vrai. Le paysage démographique a énormément changé. Mais sauf ce qui s'est passé, c'est pourquoi les gens ils ont migré? Parce que bon, il y avait les liens coloniaux, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai appris l'existence du Québec à 20 ans ou 21 ans. C'est pour te dire, 22 ans, 23 ans. Avant, je ne savais pas que ça existait le Québec. On est tellement brainwash par l'éducation nationale qu'on ne nous parle même pas de l'histoire de notre pays. Et de l'histoire des mecs qui parlent français de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour te dire. C'est comme dans Age of Empires 3, avant il y avait le deuxième âge qui s'appelait, donc c'est l'âge des découvertes, l'âge colonial. Ils ont changé ça par l'âge du commerce, pour que ça soit plus politiquement correct. Non, faut le dire juste, c'est comme ça. Et je vais faire un petit peu d'histoire coloniale, parce que je pense que c'est important de parler de ça. Et je vais faire aussi un peu d'histoire biologique. Moi je dis, la pire chose qui puisse arriver pour un Africain, une personne qui a la peau foncée, c'est d'habiter plus proche des pôles. Pourquoi? Parce que pourquoi t'as la peau foncée en fait? Pourquoi t'as la peau foncée? Je disais ça à ma mère ce matin. T'as la peau foncée parce que là où t'habites, il y a du soleil. Il y a beaucoup de soleil. Et donc, pour résister au soleil, t'as besoin d'une peau foncée. Et tu crées de la vitamine D au soleil. Mais le problème, c'est que lorsque tu vas dans le nord, t'as moins de soleil. C'est pour ça que les mecs, toutes les personnes qui sont plus foncées de peau, elles ont syndrome métabolique, problème de santé physique, problème de santé mentale, problème auto-immunitaire, parce qu'ils prennent pas le soleil, parce qu'en plus, ils mangent de la merde, ils mangent plus la nourriture de leur pays, etc. Bon, ça peut dire forcément qu'ils mangeaient forcément bien à la base, mais c'est sûr que tu manges pas forcément bien non plus si t'as des McDo partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Ensuite, souvent, moi, parfois, quand j'étais à Atlanta, parce que Atlanta, c'est violent, c'est là où il y avait Martin Luther King. Franchement, la séparation de la ville entre les blancs et les noirs, il y a une grosse autoroute qui est à côté du stade. C'est extraordinairement terrifiant, j'ai envie de dire. Et les mecs, il y a des enfants qui me demandaient de l'argent là-bas. Des enfants qui me demandaient de l'argent. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que, au niveau de l'histoire coloniale, il faut savoir, par exemple, en Haïti, les Français, ils n'étaient pas là pour amener des gens et les faire bien, parce que c'était des esclaves, c'est juste ça, c'est la vérité. Mais la vraie histoire, c'est que les Français, les Portugais, les Anglais, etc., ils allaient pas en Afrique chercher des esclaves. C'était d'autres Africains qui leur vendaient. Les mecs, ils se battaient entre eux, ils leur échangeaient des esclaves contre des armes à feu, ça faisait des combats contre entre tribus, les prisonniers étaient revendus, on obtenait des pacotilles, des armes, etc., tout ce que tu veux. C'est ce qui s'est passé exactement la même chose ensuite en Amérique. On échangeait avec les Amérindiens, que ce soit les Anglais ou les Français, ou même les Espagnols, ils échangeaient contre des armes à feu pour avoir du pouvoir, etc., pour les monter les uns contre les autres. C'est juste de la politique. Donc, le dernier endroit, d'ailleurs, il y a encore de l'esclavage aujourd'hui. Si tu regardes par exemple, surtout dans la péninsule arabique, les Émirats arabes ou alors Qatar, etc., tu regardes tous les mecs là qui viennent d'Inde ou alors dans des pays un petit peu plus pauvres, les mecs ils sont exploités, ils sont fouettés, maltraités, etc. Donc c'est pour ça que moi, quand on me parle de religion et de morale, la religion et la morale c'est séparé. C'est-à-dire que tu peux être un mec religieux, mais tu peux être le dernier des salopards. Et un autre exemple, faut savoir que le Canada, c'est une histoire démographique extrêmement particulière parce que il y a eu beaucoup d'Amérindiens. Et leurs droits ont été bafoués, littéralement. Leurs droits ont été bafoués. Oui, c'était la conquête. Lorsque tu avais les Français, c'était particulier parce que les Français, ils sont alliés avec les Algonquins et les Britanniques, ils sont alliés avec les Iroquois. Donc voilà, c'était ça. Mais ce qui s'est passé lorsqu'ensuite les Français ont été mis de côté, notamment avec la conquête en 1759, il y a beaucoup de missions évangéliques et très, très hostiles et très, très récentes qui ont fait de la merde. Il y a des histoires où il y a des nonnes qui ont violé des enfants. Donc tu vois, encore une fois, quand tu me parles de religion chrétienne, etc., moi je dis ferme ta gueule. Moi, la religion, c'est intime. C'est-à-dire que tu peux être religieux et tu peux être une personne bien, et tu peux être religieux et tu peux être une personne pas bien. Donc moi, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es une personne bien. Voilà. Je te conseille le podcast de Jordan Peterson, je le mettrai dans la description, avec Charles Joseph, qui est un natif amérindien, qui littéralement, lui, a été violé par une nonne. C'est lui qui raconte cette histoire. Il y avait des prêtres qui violaient des filles. Donc voilà. Donc moi, lorsqu'on me dit, ouais, les prêtres, la rétention, c'est pour ça que moi je dis toujours, j'ai jamais rencontré un homme d'église qui dégageait cette énergie. Les gens me disent, oui, mais c'est normal, la rétention minale, c'est l'état normal de l'homme. Non. C'est pas parce que c'est normal que c'est répandu. Attention. La normalité, c'est-à-dire l'éjaculation, est peut-être aussi plus répandue. Et moi, j'ai jamais rencontré des hommes d'église qui m'ont impressionné par leur aura, par leur lumière, par leur puissance, par leur masculinité, par leur rétention. En fait, aucun homme
aujourd'hui, que j'ai rencontré n'était en rétention séminale. Aucun homme que j'ai rencontré de ma vie n'était en rétention séminale. Avant que moi je m'y mette. C'est la vérité. Donc, là je te fais un petit peu d'histoire coloniale, etc. Mais c'est ça, c'est la vérité. Et en France, ce qui s'est passé, pourquoi je suis parti? Parce que c'est une bombe à retardement démographique. C'est-à-dire, là, il y a des générations qui ont plus de pères. Pourquoi tu crois que les mecs, ils brûlent des voitures, ils cassent tout? C'est leur moyen de s'exprimer. Ils savent pas parler, ils savent pas s'exprimer, ils savent pas écrire. Ils savent pas exprimer leurs émotions. Et c'est pas parce qu'ils sont inéduqués, c'est parce qu'ils ont pas eu de père pour les guider. Parce que les pères, ils sont arrivés, ils savaient pas parler la langue. Que ce soit les harkis, les machins, les trucs, tout ce que tu veux. Les mecs, ils savaient pas parler la langue. Ils sont arrivés avec leur famille, etc. Parce qu'ils voulaient l'économie, parce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui vont dire, ah, l'assurance sociale, la sécurité sociale, etc. On s'en bat les couilles de tout ça. Le fait est que leurs enfants, ils sont perdus. Pour ça que moi, tu vois, lorsque j'entends par exemple du rap français, je me dis, mais c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Tu veux écouter du bon en français, écoute MC Solar, écoute Kerry James, écoute des trucs comme ça. Moi, j'écoutais ça quand j'étais plus jeune et c'était vraiment de la balle. J'avais l'impression d'entendre des poètes. Des poètes. Pas des mecs qui ont juste de la chatte, de l'argent, de la drogue, des guns, etc. T'es une gonzesse si tu fais ça. Je suis désolé. La plupart de ces mecs, c'est des tapettes. C'est-à-dire, ils aboient fort, ils sont en groupe, mais dès qu'ils sont tout seuls, ils sont morts. Ils valent plus rien. Alors qu'un homme, ça doit être capable de vivre seul. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et je sais de quoi je parle, mec. Ma grand-mère, elle habitait à Sarcelles. Moi, j'allais tout le temps à Sarcelles, etc. Garges-les-Gonesse, c'était juste à côté, Pierre-Fistin, voilà quoi. Et je voyais que les mecs s'étaient perdus, je voyais que les mecs s'étaient... En fait, ces gens-là, ils sont déracinés. C'est ça, ils ont plus de racines. Ces gens-là ont été... C'est eux les vrais expatriés. Ils ont plus de patrie. C'est un mec, je me souviens, il y avait un film qui s'appelait Casse Départ, qui avait été fait avec Fabrice Eboué et Thomas Nguijol. Et à un moment, il dit, parce que Fabrice Eboué, tu sais, il est métis, et il lui disait, pour les blancs, tu es un noir, pour les noirs, tu es un blanc. C'est trop ça. Et les mecs qui sont arrivés en France, ils sont noirs. Donc ils sont pas totalement français. Enfin, oui, il y a encore du racisme. Mais mec, il y a du racisme partout, etc. Oui, il y a de la xénophobie. D'ailleurs, je déteste le mot racisme, je déteste le mot race. Moi, c'est juste la xénophobie et de la peur et de l'incompréhension. Mais c'est surtout aussi, parfois, il y a des minorités visibles qui foutent de la merde. Pourquoi les mecs, ils cassent tout? Parce que c'est leur moyen de dire « je souffre ». C'est leur moyen de dire « je souffre ». Et il y a un de mes potes qui me disait une analyse super intéressante. Il parlait de... En Afrique, la façon dont on punit ou on fait peur aux gens, c'est la force. En Europe, dans le vieux monde, mais moi aussi je dirais en Amérique du Nord, c'est la culpabilité. Et en Extrême-Orient, en Asie, c'est la honte. Et c'est vrai finalement. C'est pour ça que t'as pas envie d'avoir l'opprobre. La culpabilité est interne, la honte est externe, et la force. Et c'est pour ça que les mecs, ils se foutent de la gueule des gens lorsque « Oh, tu vas faire un truc de redressement des délinquants, etc. » Mais je suis désolé, bon, un jour je ferai une vidéo sur la peine de mort, mais il y a des moments quand tu fais de la merde, c'est une balle dans la tête. T'as perdu ton droit de vivre dans une société. Il n'y a pas de droit sacré de la vie, en tout cas pour les êtres humains, parce que c'est avant tout un droit politique. Un droit politique. Et donc si tu fais de la merde, mais je veux dire, pour ça qu'il y a les châtiments corporels, pour ça qu'il y avait la violence, pour ça qu'il y avait des mecs qui passaient en peloton d'exécution. Et c'était des blancs qui tiraient sur des blancs. Si tu veux voir un peloton d'exécution, regarde le film Le Pantalon. Je te le conseille. C'est un film vrai, et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Le Pantalon, ça s'appelle. Et tu vas comprendre. Et c'est pas une histoire, regarde, racisme, etc. Mais non, c'est juste que, après, est-ce que c'était justifié? Non, il y a des moments où c'était pas justifié. C'est pour ça qu'aussi, la justice doit faire son travail. Moi, je crois même plus en la justice française. En fait, je crois même plus en la justice, en général, la justice institutionnelle. Je fais plus confiance à ça. Et quand je vois l'état de la... Pour moi, les Américains me font peur. Pour moi, les policiers américains, les douaniers américains, c'est des cow-boys. Moi, je fais pas confiance à un Américain qui a un gun. Moi, je préfère en avoir un, et je préfère... voilà... better safe than sorry, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, comme partout, vaut mieux frapper en premier plutôt que le mec que tu lui laisses l'opportunité de faire de la merde, quoi. Donc, tout ça se détourne. Je parlais de la démographie, je parlais de l'économie. Pour moi, le problème de l'Europe, c'est que c'est un truc technocratique, bureaucratique. Pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, les gens, ils ont lancé l'euro, pas pour les citoyens, ils ont lancé l'euro pour les grandes entreprises, les grandes économies. Et ils auraient pu faire deux choses. Ils auraient pu lancer une monnaie commune et garder la monnaie nationale. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas voulu faire ça. C'est une erreur. Moi, j'étudiais ça. En fait, j'étudiais ça lorsque j'étais en classe préparatoire. J'avais beaucoup d'articles dessus et j'avais dit ça. Nous, on aurait dû faire l'union politique avant de faire l'union économique. Non. Mais l'union économique et financière, c'est fait pour enrichir ceux qui ont les poches qui débordent de thunes. C'est pas fait pour le Jean Robert moyen. C'est vrai. Ensuite, d'un point de vue culturel. Alors, moi, j'adore mon pays. Franchement, je connais toute l'histoire de mon pays. Je pourrais remonter aux Celtes, les Gaulois, la conquête romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais aussi lorsque les Gaulois ils se tapaient avec les Romains au 4e siècle avant Jésus-Christ. Enfin voilà, tu sais, littéralement, tu peux tout faire de l'histoire. Moi, j'adore ça.
je pouvais être l'histoire des rois français, donc les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens Valois, les Valois d'Orléans, etc. On s'en fout. Mais c'est juste pour te dire que la France a une histoire extraordinaire. La France, c'est un pays qui a des grosses couilles. Et le but, c'est pas de gueuler. Tu vois, moi, par exemple, je vais raconter une anecdote. Peut-être tu connais un mec qui s'appelle Papacito. En fait, moi, je l'ai connu Papacito en 2010 ou 2011. Il avait un blog qui s'appelait Fils de pute de la mode. FDP de la mode. Blogspot.com, ça a été supprimé, je pense, entre temps. Et il écrivait sous plusieurs noms de plumes, etc. Mais c'était un coumeur. Je sais que c'était un coumeur parce qu'un jour, je l'ai croisé, Papacito. c'était en décembre 2021. Ça faisait 4 mois que j'étais en rétention. Et j'allais à la salle de sport, donc j'étais à Montparnasse. Et je vois un grand mec. Et je reconnais ses yeux. Je reconnais ses yeux. Il avait. En fait, ses yeux, il dégageait de la peur et de la colère, mais derrière, il y avait de la peur. Il avait son masque, et moi, j'ai enlevé mon masque parce que mort au con, le Covid, tout fait enculer, quoi. C'est vrai, je suis désolé. Et je le voyais, il avait peur. Certes, il est grand, il est baraque, mais il marchait vite, fort. Il avait sa valise derrière lui, donc je sais pas où est-ce qu'il allait, mais c'est ça. Moi, l'impression que j'ai vue, c'était d'un coumeur, en fait. C'était le mec qui parle tout le temps de cul, baiser, etc. Mais c'est des mecs qui sont des éjaculateurs, c'est tout. Après, bon, voilà, sa souris boxe, etc. Il est grand, il fait 1m90, il fait 120 kg. Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Bon, cela dit, si tu fais 1m90, 120 kg, t'es un peu de grand en trop, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ce que j'avais vu, c'est que, bon, lui, il est vraiment à cheval sur l'histoire, il parle tout ça du Moyen-Âge, etc. Oui, c'est intéressant. Il y avait des trucs bien, des trucs moins bien, mais je veux dire, lis juste l'histoire, par exemple, l'histoire de la guerre succession d'Espagne, la bataille de Malplaquet, les couilles des Français les mecs, ils perdent la bataille, mais ils infligent plus de pertes aux autres. Donc, c'est pas logique, tu vois. Bon, ensuite, c'est Malplaquet, ensuite, c'est la bataille de Denain, Maréchal Boufflers, Maréchal de Villars, etc. Voilà, ça vaut vraiment le coup de connaître l'histoire. Pour moi, connaître l'histoire d'un pays, c'est apprendre la culture du pays. Et j'ai fait ça, par exemple, pour le Japon, parce que j'adore l'histoire japonaise, mais j'ai fait ça aussi, par exemple, pour le Canada. J'ai lu toute l'histoire du Québec. J'ai lu toute l'histoire du Québec, du Canada, et j'adore ça. C'est trop intéressant. Et franchement, j'ai énormément de respect pour les mecs, les Québécois. Parce qu'avant, les Québécois, c'est une dénomination qui est apparue, je dirais, au milieu du XXe siècle, avec la Révolution tranquille. Avant, on les appelait les Canadiens français. C'était la province of Quebec, et c'était avant le Upper Canada, Lower Canada, le Bas Canada. Ce qui se passait surtout, c'est que... Attends, j'ai perdu le... Voilà. D'un point de vue culturel, j'adore mon pays. Franchement, j'adore les vieilles pierres, moi, franchement, j'ai tellement de respect. Mon pays, il y a une histoire, je suis content. Il y a tous mes ancêtres qui se sont battus, Enfin, si je suis là aujourd'hui, c'est que tous mes ancêtres, ils ont réussi à se reproduire. Donc, tu fais partie d'une lignée de vainqueurs. N'oublie jamais ça. Et probablement t'as du sang de roi parce que le roi il a probablement fécondé une de tes ancêtres à l'insu d'un de tes ancêtres. Mais c'est vrai mec, c'est juste ça, ça s'appelait le droit de cuissage. C'est le seigneur qui disposait de la paysanne comme il voulait. Bon voilà, c'était pas forcément les choses les meilleures. Mais on a la chance, en Europe on a le train, on peut voyager partout, on a les auberges de jeunesse, pas autant que partout, mais voilà quoi. Moi, avant de partir, l'été 2015, j'avais fait un tour de France. J'avais fait d'ailleurs trois mariages. J'étais allé en Espagne. J'étais allé en Allemagne. J'avais fait le tour de France. J'avais fait Hendaye, Biarritz en vélo. J'avais fait Nîmes, Sainte-Marie-de-la-Mer. Je me suis trompé. Je voulais aller au Gros-du-Roi, mais je me suis trompé. En vélo, j'ai fait vraiment le tour de France. Je voulais voir des amis. Mec, j'avais ma petite voiture. C'était une Nissan Micra 2 de 94, le truc indestructible. Bon, sauf quand comme par hasard, c'est une meuf qui a conduit. Elle l'a pété parce qu'on rentrait d'Allemagne et elle allait à 60 dans une sortie d'autoroute Mondo. Et ça pleuvait, donc ça dérapait. Bref, rip ma voiture. Heureusement, elle était pas morte, je l'ai réparée. Mais ensuite, je l'ai donnée à Emmaüs. Donc voilà. Mais c'est mon petit coup de cœur. C'était ma voiture, ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? D'un point de vue, donc, démographique, financier, politique. Franchement, j'ai aucun respect pour les hommes politiques de mon pays. J'ai aucun respect. C'est tous je veux dire... C'est quoi cette histoire? Pourquoi on pense que Brigitte Macron, c'est un mec? Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ces histoires de merde? Pourquoi on pense à ça? Pourquoi on parle de ça? Mais je ne comprends pas. Regardez les informations. Regardez le français moyen. Est-ce que... Passons 100 ans en arrière. Le français moyen, c'est le citoyen en armes, le mec, il va casser la gueule contre les Allemands dans les tranchées. Voilà. C'est ça. C'est un mec énervé. Il défend son pays et voilà. Aujourd'hui, le français moyen, c'est horrible, mais oui, il y a des mecs qui sont bien, mais il y a des mecs, franchement, ça craint quoi. Moi je dis, si la France un jour doit faire face à un conflit de haute intensité ou une guerre, on tient une semaine, parce que c'est probablement nos réserves de munitions et la quantité de personnel qu'on peut pouvoir utiliser avant qu'il burn out. Et ensuite, c'est fini. La France capitule. Parce que on a un pays qui littéralement a été émasculé.
Notre classe politique, les dirigeants, les élus, tout ça, ils démasculent tout le monde. L'éducation est mascule, la nourriture, on te dit, tu regardes les indications sur le site de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie ou je sais plus quoi là, oui, il faut manger 300-400 grammes de glucides par jour. Putain mec, 300-400 grammes de glucides par jour. Ah bah ouais, va voir les gens dans la rue comment ils sont avec 300 à 400 grammes de glucides par jour. Va voir comment ils sont efficaces. Moi quand j'étais petit en plus, mais c'est ça, on bouffait de la merde. J'étais bouffé tellement de merde, tu sais, je bouffais des crêpes, de la purée, des patates, des pâtes, du pain. Parce que ma mère, elle savait pas non plus. Mais aussi parce qu'il y avait de la nourriture à l'école. Mais je bouffais des surgelés picards, etc. Maintenant, je te traite tellement mieux mon corps, tellement mieux ma santé mentale. C'est ça. Enfin voilà. J'ai mal à ma France. J'ai mal à mon pays. Et je pense que je suis devenu d'autant plus patriote que j'ai quitté mon pays. C'est l'acte ultime d'amour, c'est je t'aime tellement que je suis prêt à partir. C'est un truc de ouf. C'est comme avec une personne. Et moi, je me souviens quand je suis arrivé à HEC Montréal, on m'appelait le patriote parce que tous les matins, quand j'arrivais en salle de cours, je fredonnais la Marseillaise. Parce que c'est vrai que tous les matins, en fait, lorsque on faisait la montée du drapeau, on chantait la Marseillaise. Voilà. Enfin, tous les matins. Au moins une fois par semaine, mais ensuite, il y avait la montée des couleurs, etc. Disons que t'as beau quitter l'armée ne te quitte jamais. Et ouais, c'est ça. Oui, je voudrais faire un retour sur un autre aspect au niveau du Canada. Pourquoi je fais partie du Canada? Pourquoi je m'y sens aussi bien? C'est parce que le Canada, mine de rien, donc je disais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui parlent français, les Québécois. Enfin, beaucoup de Québécois. Surtout les Québécois, à la fois, déjà les Québécois qui ont su rester traditionnels, qui ont su rester français, qui ont su rester ancrés, qui défendent leur langue. Parce que moi, au début, je me disais, ah, mais c'est bon, il parle juste anglais. Mais le mec, il comprenait pas pourquoi je disais ça. Parce que pour lui, il a failli ne plus pouvoir jamais parler français. Il y a des déportations par les Anglais. Les Acadiens, ils ont été déportés. Il y a des mecs, les Cajuns, donc c'est-à-dire les Français de Louisiane, ils sont contents de parler français. Parfois, ils ont vraiment un accent super fort quand ils parlent français. Tu comprends même pas. C'est un français d'il y a 2 siècles, mais c'est trop intéressant. Et l'accent qu'ils ont, certains Québécois, c'est l'accent qui me rappelle ma grand-mère ou mon arrière-grand-tante. C'est un truc de ouf. Ou les expressions. Par exemple, le mot jujube. Je suis sûr que t'as jamais entendu parler de ce mot. Jujube, ici, c'est utilisé pour délésionner les bonbons. Par exemple, les oursons. Tu sais, les haribots, tout ça. Bon, même si c'est de la merde, c'est de la génétique de porc, on s'en fout. Mais jujube, moi, où est-ce que j'ai retrouvé ce mot? Quand je lisais Flaubert, Madame Bovary. C'est juste ça. Ces mecs, ils ont préservé la langue française. Bon, après, ils l'ont préservé, mais en même temps, ils l'ont aménagé avec beaucoup d'anglicismes. Par exemple, ici, on dit t'es cave. Pourquoi on dit t'es cave? Parce que cave, ça vient de calf, qui veut dire le veau en anglais. Donc t'es con comme un veau, ça veut dire littéralement ça. Mais c'est vrai. Et j'apprécie énormément. Moi, j'apprécie la langue. J'ai vraiment... Lorsque j'ai écrit mon recueil de poèmes, mon livre, je me suis inspiré de certains trucs ici. Ça m'a vraiment plu. Que ce soit l'hiver, que ce soit le Saint-Laurent, etc. Les mecs ici, c'est des explorateurs. Les coureurs des bois, c'était des mecs énervés, quoi. Enfin, les régiments, les troupes de la marine, là, tous les officiers qui venaient ici pour... Enfin, voilà, quoi. C'était... Les mecs, ils faisaient 2 semaines de bateau pour ensuite arriver dans un endroit où il faisait moins 50 l'hiver. Enfin, tu vois, fallait déterminer, quand même. Fallait déterminer. Qu'est-ce que j'aime bien aussi au Canada? Pourquoi finalement je suis resté aussi? Faut savoir, quand je suis arrivé ici, moi je suis arrivé à HEC Montréal. J'ai fait des études, ça m'a pris 3 ans pour faire mon mémoire. Normalement ça prend 1 an et demi, 2 ans, mais moi j'ai un TDA, j'avais des problèmes de santé mentale, j'étais dépaysé à mort. Je suis arrivé dans des colocs où j'étais avec un Français, une autre Française, et un Québécois, mais le Français, c'était un cas social. C'est un mec qui fumait du bédo tous les jours. C'était une énorme flaque de chasse. C'était une énorme merde. Je le dis, la nana, elle était alcoolique, elle s'est occupée des femmes en violence, et le Québécois, c'était un mec qui était barman, mais qui faisait massothérapeute. Et un jour, il s'est fait piquer son vélo parce que le Français a invité des potes chelous, et voilà quoi. Moi aussi, il m'avait volé des trucs, il m'avait volé des lampes, etc. Enfin, ce mec, c'était une flaque de chasse. Ce mec, je le retrouve, je le tabasse. Je m'en fous, il me dit, fait quoi, 1m90, 1m95? Pas grave. Tout le monde fait la même taille lorsqu'ils sont au sol. Mais c'est vrai, franchement, il y a des gens, c'est des cacas. Tu rencontreras des gens, c'est pas des gens bien. Ensuite, je suis allé dans une coloc uniquement de Québécois. Et là, j'étais avec des Québécois dépolarisés. 3 merdes. C'était 3 merdes. Il y en a un, c'était les vestiges à gonzesse, bon, qu'il éjaculait. D'ailleurs, il prenait pas son lit, c'était un gros porc. L'autre, il faisait jamais la litière de son chat. De sa chatte plutôt. La chatte, elle m'adorait, elle était tout le temps chez moi parce qu'elle savait que je m'occupais d'elle. Et l'autre mec, il fumait des bédos et des cigares dans sa chambre. C'était des porcs, les mecs. Ils n'avaient aucune hygiène, ils laissaient tout crade. C'est pour ça que je me suis installé tout seul. J'ai mon chat, personne ne me fait chier. Et c'est-à-dire que si c'est crade, c'est de ma faute. S'il y a de la merde par terre, bon, voilà, si je dois ranger, c'est moi. Voilà. Donc c'est ça. Mais à part ça, j'apprécie énormément. J'apprécie on est vraiment à la croisée de l'Europe et de l'Amérique. On est à la croisée de la tradition et de la modernité. Il y a vraiment des très belles choses.
Et aussi, il y a les Amérindiens, et je pense qu'il y a beaucoup de terres ancestrales ici, il y a beaucoup de chamanisme, il y a beaucoup d'histoire. Tu le sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que la terre te parle ici. Tu sens que il y a de l'histoire qui est ancienne, mais pas comme en Europe. Pas comme en Europe. Le vécu est beaucoup plus naturel. Les grands espaces, c'est ça qu'on n'a pas, par exemple, en Europe, on a vraiment des grands espaces ici. Les espaces sont différents. Certes, il n'y a pas de train partout, mais la culture de la voiture est très répandue, mais franchement, quand tu vas au milieu de la forêt, t'es au milieu de la forêt. T'es tout seul. T'es tranquille. T'as des ours, t'as des orignaux, t'as des élans, t'as des marmottes, t'as des écureuils, comme des Alvin et les chipmunks. T'as des écureuils petits roux comme ça, au ocre. T'as des écureuils roux qui ont des poils comme ça. T'as les écureuils qui viennent d'Europe, qui sont ici, qui sont bruns, ou marron, noir ou marron, tout ça là, couleur terre. Mais j'adore aussi le climat. Faut savoir que Montréal aussi, au niveau de la latitude ou longitude, bon je sais plus. Mais en gros, à la ligne horizontale, c'est au même niveau que entre Bordeaux et Toulouse à peu près. Donc c'est quand même assez au sud. Et le climat est quand même assez violent parce qu'il fait très humide parfois l'été et il fait très froid l'hiver. Ça, franchement, ça fait le... Ça, en anglais, on dit it separates the wheat from the chaff. Littéralement, ça sépare le grain de l'ivraie. Et c'est ça. Pour savoir si t'es aguerri, c'est purée, tu peux rester. J'avais tourné une vidéo, il faisait moins 37 là. Et tu vois, en fait, à la fin, à force de respirer, il y a ma moustache qui commence à geler à cause de la condensation et de l'humidité. C'est trop ça, j'aurais dû vraiment faire une vidéo, le timelapse. Non, ouais, c'est ça. Donc, je suis parti un petit peu par hasard, mais finalement, en fait, probablement, mon âme savait. C'était vraiment une synchronicité. Ce qui s'est passé, c'est, on m'a proposé et je suis parti. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Ah oui, entre-temps, avant de partir, l'année, donc entre 2014 et 2015, j'étais stagiaire dans un truc. Un truc de boomer. Un truc de boomer. J'étais stagiaire, je servais à rien, j'étais exploité, j'étais alcoolique, dépressif. Enfin, franchement, j'allais dans un bureau où il n'y avait rien, juste pour dire que j'étais là. C'était vraiment, je faisais un travail de merde d'une entreprise qui n'existe plus ou qui a changé de nom. C'est le truc que je veux pas faire plus tard. Moi, je veux que ma vie ait un sens et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos pour te dire, mec, putain, c'est à toi vraiment de trouver ta mission. C'est à toi pas de trouver, de la retrouver, de te souvenir. Tu sais déjà ce que tu voulais faire. Quand tu étais petit, tu sais ce que tu voulais faire. Quand tu t'es incarné sur Terre, tu sais ce que tu devais faire. Mais ton but, c'est de dépasser les limitations, les couches, les blessures, les traumas qu'on t'a mis dessus, les croyances limitantes pour vraiment, c'est ça le vrai challenge de la vie. C'est faire sauter toutes les limitations. C'est boum, dynamite, tu fais tout sauter. Et finalement, je pense qu'il faudrait que je conclue cette vidéo en disant, je vais revenir à un point parce que moi je disais, ouais, à Haïti, comment les Français ils faisaient pour s'occuper pour des Africains qui ramenaient, ils les mettaient avec des tribus qui parlaient pas leur langue. Donc il n'y a aucun qui se comprenait. Ouais, ça c'est vrai, mec. C'est pour ça que, voilà, il y a eu des choses bien et des choses moins bien, quoi. Je crois que l'abolition de l'esclavage dans les colonies, c'est Victor Schœlcher, 1848, un truc comme ça. Je peux pas te dire des bêtises, mais je crois que c'est Victor Schœlcher, c'est un truc comme ça. Je crois que j'avais étudié ça quand j'étais en 3e. Mais bon, ça a pris du temps. Au fait, pourquoi il y avait... c'est ça, je vais dire un truc maintenant qui est intéressant et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de mauvaise relation entre le Québec et la France? Enfin, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas des pas bonnes relations? Voilà, voilà. Parce qu'il n'y a jamais eu de guerre d'indépendance entre le Québec et la France. Il n'y a jamais eu de traité d'indépendance. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en 1759, après la guerre de 7 ans, les Français, les Anglais, ils s'en foutaient. Ils ont envahi le Québec, ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas du Québec. Ils voulaient pas du Québec. Mais les Français disaient, ah, mais ça nous coûte de l'argent, faut l'entretenir, etc. Ou ça nous fait chier, etc. Il y avait des harengs et de la fourrure. Et bon, accessoirement, il y avait des Français, tu vois. C'est juste ça. Mais ils disaient, ah non, on va garder les îles, on va leur donner le Québec et on va garder les îles antillaises parce qu'il y a de la banane et de la canne à sucre et on peut faire du rhum. C'est pas une blague, les gars. C'est dans l'histoire du Québec pour les nuls. Et en fait, c'est le ministre Choiseul qui a décidé ça, quoi. Il a décidé ça. Donc c'est les Français qui ont abandonné les Français. C'est littéralement ça. Et lorsqu'il y a eu la guerre d'indépendance américaine, en 1776, les Français ils sont intervenus. Il y avait notamment en 1783 l'amiral de Grasse, qui est littéralement une des rares fois où les Français ont battu les Anglais sur mer. Une des rares fois. Donc c'est la bataille de Chesapeake Bay. Et je crois que je sais plus c'était qui l'amiral qui était à ce niveau-là. Mais le mec, il avait tellement honte de devoir signer la paix et la reddition avec des Français et des Américains. Accessoirement aussi d'autres Anglais. Ah non, mais voilà, quoi. Donc, mais là c'est bizarre parce que le Québec, à ce moment-là, il est resté fidèle. Il est resté fidèle aux Anglais. Alors que la colonie venait de déclarer son indépendance, les 13 colonies venaient de déclarer leur indépendance et qu'ils auraient pu redevenir français.
Donc c'est très particulier. Ils voulaient pas prendre de risques. En fait, c'est un leitmotiv de l'histoire du Québec, c'est qu'on veut pas prendre de risques, parce qu'on veut survivre. Ils appellent ça la survivance, c'est qu'ils ont dû préserver leur langue, leur tradition, leurs habitudes, leur religion, le catholicisme. On avait toujours fait la différence entre les Français catholiques et les Anglais protestants. C'est un truc de dingue. Plutôt les Anglais anglicans. Et c'est pour ça que si tu vas à Montréal, t'as des quartiers qui sont purement anglophones, purement francophones. Et t'as des quartiers populaires, et t'as des quartiers beaucoup plus aisés. Par exemple, un quartier francophone aisé, c'est Outremont. Un quartier mixte aisé, c'est Ville-Mont-Royal. Quand même, voilà. Un quartier anglophone aisé, c'est Westmount. Et tu vas voir les baraques, mec, c'est des trucs de ouf. Un quartier populaire anglophone, c'est plus à l'ouest de la ville, tout ça, Pierrefonds, Roxborough, tout ça. Et à l'est de la ville, t'as plus des trucs français, Hochelaga, Maisonneuve. Ensuite, t'as Annecy, Quartier-Ville, etc. Bon, ensuite, t'as le centre-ville, peu importe. Mais voilà. Le plateau Mont-Royal, c'est des Français, mais des Français de France. Voilà. Beaucoup trop français à mon goût, d'ailleurs. Bon, il y a aussi d'autres trucs. Il y a la petite Italie, il y a Saint-Léonard avec des Italiens, il y a la petite Espagne, le petit Portugal, etc. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de... C'est vraiment melting pot. C'est pour tout un melting pot, mais les gens restent dans leur communauté, c'est normal. C'est normal de rester dans sa communauté. Si on parle la même langue, on a à peu près la même pensée, on a à peu près les mêmes références culturelles. Et c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'on parle la même langue, on parle le même truc. Et c'est ça, je vais terminer là-dessus, c'est que, donc, avec la survivance, les mecs, ils ont dû survivre. Et c'est pour ça qu'ils ont fermé leur gueule. Les mâles québécois, les hommes québécois ont été castrés. C'est les femmes qui portent la culotte ici. C'est les femmes qui portent la culotte. Moi, je l'ai vu, il y a beaucoup de femmes célibataires. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la mère célibataire, parce que j'en ai beaucoup de dates ici, que ce soit des Françaises ou des Québécoises. Mais les femmes portent la culotte, les mecs ont été masculés. Ici, les mecs ont été émasculés. Ils ont été masculés avec, je l'avais dit souvent, avec la conquête, avec la guerre de 1812, avec le fait qu'ils ne sont pas révoltés en 1776-1783, avec le fait que ils ont... avec la révolte des patriotes en 1837-1838 qui a été matée, avec l'affaire Louis Riel qui était un métis qui venait du Manitoba, en fait qui a fondé le Manitoba et ensuite qui a été annexé donc au Canada, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a eu les guerres mondiales. Pour moi, en fait, les guerres mondiales, maintenant, je me dis, c'était juste des moments où on a voulu éliminer les hommes. On a voulu éliminer les hommes. Les hommes les plus valeureux, ils sont tous morts. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. C'est pour ça que j'ai envie de dire, aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, tous ces pays, ces grands pays, même s'il y en a qui n'ont pas participé, c'est des pays de cocu, voilà. Mais en France, on a coupé les couilles des hommes, on a tué les hommes. C'était une méthodique. Ensuite, il y a eu la guerre d'Indochine, ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, etc. Voilà quoi. Donc, au Québec, il y a eu les référendums 80 et 95, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Je dis pas de bêtises. Et franchement, les mecs, ils ont été émasculés. On leur a dit, fermez vos gueules, vous êtes des merdes. Vous n'avez pas le droit d'expression. Restez tranquilles. C'est ça. Et moi, je le vois. Je connais très peu de mecs québécois qui sont masculins. J'ai un pote, mais on en discute et je lui dis parfois, tu vois là, t'as pas vu les red flags, t'as fait le simp. Mais c'est vrai, pourtant c'est un mec qui pratique l'art abdominale, c'est un mec qui a quand même de l'intelligence, qui a quand même des trucs, mais c'est parce que son père, il lui a pas appris à être un homme, son père lui a pas appris à dire non, à envoyer chier les gens. Son père lui a pas appris ça. Mais c'est pas trop tard. Il est jamais trop tard pour devenir un homme, il est jamais trop tard pour pratiquer l'art abdominale, il est jamais trop tard pour s'améliorer. C'est juste ça. Donc, ouais, c'est beaucoup de choses, cette vidéo est riche. Je suis venu ici parce que je pense que j'ai un temps à vivre ici, et en plus, moi, je voudrais vraiment voyager aux États-Unis. Donc, c'est mon prochain grand projet. Mettre de l'argent de côté, faire de l'argent, faire mes projets, devenir un homme, et ensuite, un jour, je reviendrai en France, mais quand je serai prêt. Et voilà. Et là, je suis avec mon chat, et de toute façon, pour l'instant, il m'accompagne encore, et je suis son gardien de la retraite dorée. Et donc, voilà. Merci de ton écoute. Cette vidéo a dû être assez longue. J'espère qu'elle t'a appris plein de choses. J'espère qu'elle t'a fait comprendre pourquoi je suis arrivé au Canada. Résumé, je ne savais pas trop pourquoi, mais maintenant je sais pourquoi. Parce que je devais devenir un homme et je devais grandir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma psy. Et c'est elle qui m'a permis de maturer et de devenir un homme adulte. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et je suis tellement content d'être là. Parce que je suis autonome, je suis indépendant, je suis fort, je suis un homme. C'est juste ça. Je suis autonome. Sur ce, courage, force et honneur, bonne réalisation séminale, discipline, le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.